de Patrick Caram. Est-ce que vous le partagez? Je partage le coup de gueule. Par contre, je veux revenir sur les chiffres. On a en effet des chiffres de la délinquance qui, quand on les prend dans leur globalité, n'apparaissent pas avoir une explosion. Mais ce qui est très préoccupant, c'est qu'on a une augmentation, par contre, des attaques aux personnes, qui sont les plus violentes. Et finalement, c'est cette partie-là qui est le plus préoccupante, parce qu'on n'est plus simplement sur des attaques aux biens, on n'est plus simplement sur des vols, sur des cambriolages. C'est véritablement les individus qui se font attaquer, qui se font bastonner. Et c'est là où on a un véritable problème. Et le problème, il est double. Patrick Caram l'a déjà bien décrit. Mais déjà, il y a une partie sur la sanction qui n'est pas appliquée dans la plupart des cas et qui crée en fait un phénomène de multirécidiviste qui est en totale perte de contrôle. On est sur des groupes ou des personnes en tout cas qui aujourd'hui sont en rupture totale avec ce que c'est que la loi française, ce que sont les règles de la société, ce que sont les règles pour vivre ensemble finalement. Et dans ce cas-là, on ne peut pas penser avoir une solution si on ne pense pas déjà à cette question de la crédibilité des peines, la crédibilité des sanctions et notre capacité finalement à sortir, à avoir dès le départ, avant même qu'il y ait une accumulation des sanctions sur ces jeunes, pour qu'éviter qu'il se passe des fois 2 ans, 3 ans avant qu'ils voient peut-être un tribunal pour une action mineure qui arrive déjà après qu'ils aient commis de multiples actes pour lesquels il n'est pas été présenté simplement devant la loi. Donc on a cet axe-là. Et puis, plus en amont, on a aujourd'hui, il faut le dire, des territoires sur lesquels on a perdu le contrôle à cause de ce phénomène-là notamment, puisque malheureusement, en effet, ces phénomènes sont concentrés dans des territoires perdus pour la République. On peut les nommer de cette manière-là. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, avec Exactement. notamment les agressions de pompiers et de policiers. Exactement. Mais les faits divers se répandent un peu partout aussi. Voilà. Mais oui, non, bien sûr, il ne faut pas... Non, mais c'est vrai que souvent, on a des groupes aussi qui sont issus de ces quartiers-là et qui vont aussi perpétrer ailleurs. Même dans Paris, ça se voit quand il y a des actes qui sont commis dans le 16e arrondissement, ce n'est pas nécessairement des jeunes du 16e arrondissement. Mais ce sont des groupes qui sont organisés et qui vivent en parallèle, qui vivent selon des règles qui ne sont pas les règles de notre... En danger, dans les rues de Paris, en France. Alors, pas partout, heureusement encore, mais ce qui est vrai, c'est le sentiment d'aléatoire, en fait. C'est que même si on se sent globalement dans un quartier plutôt sécurisé, où on n'a pas en général de problème, on se dit qu'on n'est jamais totalement à l'abri parce qu'on a vu aussi ces images parfois de personnes qui se faisaient agresser. Et c'est bien ça qui rend peut-être la vie difficile et qui renforce cette perception du risque pour beaucoup de Français. C'est pas forcément de l'avoir vécu soi-même parfois, mais de savoir que ça peut toucher n'importe qui et que même en étant dans des quartiers relativement sereins habituellement, on est quand même exposé ou on pourrait être exposé pour des choses qui sont hors du contrôle individuel. Et ça, c'est extrêmement important parce que cette notion d'être en mesure de contrôler, de savoir un peu son destin, c'est ce qui fait qu'on peut avoir une vie sereine, mener ses activités, être tranquille quand on amène ses enfants à l'école. Et c'est extrêmement important, du coup, de pouvoir donner cette confiance-là dans leur environnement à tous les Français. Et c'est là où on touche la sensibilité. Et pour une femme, en plus, j'en profite parce que je suis la seule femme du plateau, mais c'est vrai que pour une femme, c'est encore plus marqué. Les transports en commun, le fait d'être seule le soir, ça n'empêche pas nécessairement de vivre, mais c'est vrai que ça influe forcément sur la façon dont on réagit. Il y a des endroits où on ne va pas aller de la même manière. Il y a des endroits où on va se poser la question de comment on s'habille avant d'y aller. Et rien que le fait de devoir se poser cette question, c'est déjà un problème. Oui, il y a notamment... Vous faites allusion effectivement au fait d'être une femme, soit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou la justice en général. La justice, et même il faut aller au-delà de la justice. Il y a des questions d'éducation, il y a des questions aussi d'urbanisme qui font en sorte que ces jeunes finalement restent aussi dans des cercles vicieux de délinquance. La jeunesse, c'est toujours de la jeunesse qui a eu le plus de délinquance. C'est un phénomène mondial. C'est dans la nature humaine, quand on est jeune, on se contrôle moins, on a plus d'impulsions. Et c'est quand on commence à avoir une famille qu'on stabilise et du coup, on observe aussi une baisse généralement. C'est normal en général. Je ne dis pas pour tous les cas particuliers. Je voudrais qu'on aille au Mali, au Liban ou dans d'autres pays. Je parle du terme en général. En France et en Europe peut-être, mais pas dans ces pays-là où ils sont impitoyables. Parliez de la France. Ils sont impitoyables. Parlez de la France, mais parlez pas des autres pays. Vous voyez la Russie, par exemple, avec tout le système. Je ne dis pas, Patrick, qu'il n'y a pas de violence chez des personnes qui ne sont pas jeunes. Mais c'est que de la majeure partie... Et lié à une forme de jeunesse et on voit aussi
qu'une fois qu'ils se posent, certains peuvent se calmer dès qu'ils construisent une famille. Là où on a une difficulté chez nous, c'est qu'au-delà de ce phénomène-là, on a des phénomènes de masse qui agglutinent et qui accumulent les jeunes dans des cercles vicieux, dans des cadres où ils n'arrivent même pas à pouvoir en sortir par le haut en se construisant justement une stabilité, d'autres opportunités, une façon de se satisfaire avec leur vie autrement que dans ce système de récompense par la délinquance qui est de l'appartenance à un gang, finalement. C'est une mise au banc de la société, mais qui, une fois qu'on est rentré dans ce système-là, est extrêmement dur à casser. Et donc, il y a la question des sanctions, en effet, il y a la question de la justice, mais il y a également, du coup, quand on a des quartiers qui sont aujourd'hui des ghettos, il y a aussi la question de l'urbanisme, de casser les tours et les agglomérats qu'on a de jeunes pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte que finalement ces jeunes, une fois qu'ils sortent idéalement de leur peine de prison haute, ne soient pas réinsérés immédiatement dans leur cadre original qui les réintègre dans ces milieux de délinquance. Benjamin Cauchy. Non, mais parlez pas des autres pays. Non, mais je ne dis Vous pas voyez la Russie, par exemple, avec tout le système. Je ne dis pas, Patrick, qu'il n'y a pas de violence chez des personnes qui ne sont pas jeunes. Mais c'est que de la majeure partie est liée à une forme de jeunesse, et on voit aussi qu'une fois qu'ils se posent, certains peuvent se calmer dès qu'ils construisent une famille. Là où on a une difficulté chez nous, c'est qu'au-delà de ce phénomène-là, on a des phénomènes de masse qui agglutinent et qui accumulent les jeunes dans des cercles vicieux, dans des cadres où ils n'arrivent même pas à pouvoir en sortir par le haut en se construisant justement une stabilité, d'autres opportunités, une façon de se satisfaire avec leur vie autrement que dans ce système de récompense par la délinquance qui est de l'appartenance à un gang, finalement. C'est une mise au banc de la société, mais qui, une fois qu'on est rentré dans ce système-là, est extrêmement dur à casser. Et donc, il y a la question des sanctions, en effet, il y a la question de la justice, mais il y a également, du coup, quand on a des quartiers qui sont aujourd'hui des ghettos, il y a aussi la question de l'urbanisme, de casser les tours et les agglomérats qu'on a de jeunes pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte que finalement ces jeunes, une fois qu'ils sortent idéalement de leur peine de prison haute, ne soient pas réinsérés immédiatement dans leur cadre original qui les... La répression pour régler tous les problèmes dont on parle depuis... Non, mais cette répression, c'est pas uniquement de la répression pour de la répression, c'est parce que pour faire fonctionner une société, il y a des règles, et pour appliquer des règles, il y a des sanctions. Et si on ne met pas en œuvre déjà cette base-là, ce n'est pas possible d'espérer que ce soit respecté et que l'autorité à tous les niveaux soit respectée. Et c'est bien ce qui a été dit derrière tout ça. C'est aucunement qu'il faille juste taper les délinquants pour taper les délinquants. C'est qu'il faut que ça soit appliqué dès le départ, éviter que les gens tombent dans des cercles vicieux qui, après, les entraînent à être complètement en perte de rapport et de conscience de la réalité de ce que c'est que faire société. Mais si on ne fait pas cette base-là, le reste, on n'y arrivera pas, tout simplement. Peut-on avoir la foi, après tout ce que l'on vient de dire, avec cette violence, ces faits divers, 15 août, aujourd'hui Tout simplement, en fait, je dirais, c'est pas est-ce qu'on peut, c'est on doit. On doit. Parce que sinon, en effet, y croire qu'on peut changer les choses, ce n'est pas simplement se dire que tout va bien et avoir une espèce de pensée magique et se dire que parce qu'on considère qu'il n'y a pas de problème, tout va se régler par lui-même. Non, au contraire, il faut être lucide sur les constats. Il faut être lucide sur les solutions et les défauts qu'on a aujourd'hui, et notamment la justice en fait partie, l'éducation en fait partie également, les défauts d'autorité qui aujourd'hui est quand même global dans notre société. On ne reconnaît plus l'autorité, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'éducation, et après ça ruisselle sur tous les niveaux en fait de la société. C'est bien compliqué. On a aussi des phénomènes d'ampleur mondiale, les réseaux sociaux, le communautarisme aussi rentre en ligne de mire dans ce phénomène-là, parce qu'il fait perdre de vue les règles collectives qui s'appliquent à tous. Mais voilà, on a le droit d'être conscient de nos défauts tout en gardant la foi dans ce qu'on peut faire. Mais après, il faut en effet être conscient qu'on a aussi des contraintes. Le gouvernement en a aussi. Il va falloir travailler dessus parce qu'on a des contraintes budgétaires notamment. Et à partir de ça, trouver des solutions qui soient adaptées. Mais on est un pays qui dépense aujourd'hui plus de 60% de son PIB en dépenses publiques. C'est énorme. C'est énorme, et pourtant on n'arrive pas à
arriver au même résultat dans certains domaines que des pays qui ont des dépenses bien moins élevées, et notamment sur les questions de sécurité. C'est-à-dire que c'est pas forcément une question de toujours mettre plus, parfois c'est surtout une question de faire mieux. Et dans ce sens-là, il y a forcément de la marge de manœuvre, il y a forcément de la marge pour s'améliorer. Benjamin Cauchy, en matière d'une forme de peur, d'appréhension, voire de terreur? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est d'une part, il y a le principe de précaution dans le sens où il faut prévenir, mais prévenir, c'est pas uniquement mettre des policiers autour des lieux de culte, ça passe aussi par tout le renseignement qui est en amont, parce que notamment quand on parle de fêtes aussi symboliques que l'Assomption ou Pâques ou Noël, on est potentiellement sur des actes qui peuvent être plus prémédités et donc plus simples à identifier en amont par le renseignement que un fou radicalisé certes, mais un fou quand même, qui irait assassiner quelqu'un dans une église un jour lambda de l'année. C'est beaucoup moins prévisible, c'est plus difficile à anticiper. Donc il y a au-delà de simplement la présence policière, il y a l'anticipation sur le renseignement. Et la présence policière, elle a aussi vocation à sécuriser, à rassurer, parce qu'en effet, c'est des grands mouvements de foule. Et aujourd'hui, que ce soit les rassemblements religieux, mais les rassemblements en général, sont susceptibles de faire l'objet d'attaques. Puisque au-delà des questions, alors on parlait du totalitarisme islamiste, c'est une attaque souvent aussi contre les religions, contre la religion catholique, contre la chrétienté, mais c'est aussi simplement une attaque contre le mode de vie occidental. Et donc ça touche tous les rassemblements qui sont l'expression de ce mode de vie. Ça peut être le football, ça peut être une salle de concert. Ça peut être une salle de concert. Ça peut être les futurs Jeux Olympiques. Exactement. Et donc là, il y a vraiment des enjeux. Là, c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que la question de la sécurité sur les Jeux Olympiques, par exemple, à ce stade est totalement irrésolue. Il y a vraiment aujourd'hui un manque de préparation qui est assez phénoménal, avec des risques qui vont être non seulement sur la population française, mais sur l'image aussi que la France renvoie en tant que pays capable d'être un pays de premier rang, capable d'assurer la sécurité de ceux qui viennent le visiter également. On l'a vu au Stade de France, ça avait posé problème. Là, pour les JO, ça sera le même. Paris 2024, ça paraît très lourd à porter tout de même. Extrêmement il y a la peur aussi. Enfin, ça veut dire que chaque moment de votre vie est en fait marqué par cette présence policière, par la crainte qu'il puisse se passer quelque chose. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Vous pouvez même être obligé de déménager régulièrement. L'impact sur votre vie de famille, sur vos enfants, sur vos proches est extrêmement lourd. Non, ce qui est intéressant avec le cas en plus de Salman Rushdie, c'est que finalement cette fatwa qui date de 89, elle est quasiment un marqueur, une pierre fondatrice finalement, c'est le premier moment où on a vu vraiment un islam politique, un totalitarisme islamiste qui avait déjà une portée internationale immédiate. C'est-à-dire qu'on n'était pas uniquement sur un territoire limité. On a véritablement une idéologie qui veut s'appliquer à l'ensemble du monde. Et dès 89, dès 90, Patrick Aram l'a très bien rappelé, on a déjà eu un Japonais qui s'est fait tuer à Tokyo, des attaques qui ont eu lieu en Europe du Nord. On a eu des autodafés qui ont eu lieu aussi au Royaume-Uni, des attaques également aux États-Unis. Donc on avait déjà cette base-là qui depuis n'a fait que progresser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on continue à avoir à travers justement le phénomène d'un certain nombre de personnes qui, à partir du moment où ils expriment une opinion qui n'est pas d'islamophobie, mais qui est une critique de l'islam, la critique n'est pas tolérée par justement ces mouvements islamistes. Et la moindre critique peut faire l'objet d'une condamnation, d'un appel au meurtre, parce qu'au-delà de la fatwa dans l'islam, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus large. C'est un avis religieux qui peut être donné sur n'importe quoi. C'est pas forcément une condamnation à mort. Donc appelons ça comme ce que c'est. C'est un appel au meurtre. C'est un appel au meurtre. Et ça, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est extrêmement accentué, puisque ça peut être diffusé très largement. Ça persiste, ça traverse les âges. Les réseaux sociaux, on voit comment ça peut fonctionner. Les forums Reddit qui vont continuer à faire tourner des appels comme ça à la violence contre des personnes particulières, et qui peuvent être émises au final par n'importe qui aussi, ou par pratiquement n'importe qui. Il n'y a plus de nécessité, comme dans l'islam, normalement, la fatwa, elle est déclarée par
un ouléma, par quelqu'un qui a une responsabilité dans l'interprétation de la charia et de la loi islamique. Là, aujourd'hui, n'importe quel imam ou n'importe quelle personnalité musulmane ayant finalement de la popularité, ayant de l'influence, est en mesure finalement d'aller mettre une cible sur le dos de quelqu'un. Et ça, c'est inacceptable dans le monde dans lequel on est. Intenable. Oui, ça montre bien toute la portée au final et l'aspect très insidieux de cette menace. Elle est partout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est aussi important de pouvoir continuer à donner la parole à ces personnes qui sont menacées, parce que souvent elles le sont, mais elles ont toujours autant l'envie chevillée au corps de pouvoir exprimer les idées pour lesquelles elles se sont battues et qui les ont amenées dans cette situation. C'est défendre la liberté d'expression, la liberté de culte, de pouvoir porter ces idées-là. C'est donc important de continuer aussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés. Même si certains, on ne les connaît pas, on ne sait pas nécessairement qui ils sont, mais que leur parole soit entendue, parce qu'elle est d'autant plus importante, parce que c'est eux qui ont, aujourd'hui, ils ont sacrifié quasiment le plus de choses possibles. Ils ont sacrifié leur vie personnelle pour peut-être des dizaines d'années, pour défendre quelque chose. C'est un sacrifice qu'on doit reconnaître et auquel on doit être sensible. Avec les attentats terroristes, de toute manière, il y a eu l'application, malgré les protections policières parfois, de ces mesures. Dans le monde national, l'ennemi, c'est l'islamisme, ou alors on peut aussi jouer sur les mots et citer Emmanuel Macron quand lui, il parle d'obscurantisme. Non, il faut appeler un chat un chat. L'islamisme, c'est un phénomène politique qui existe et qui est réel. Tourner autour du pot en parlant d'obscurantisme, certes, il y a de l'obscurantisme de différentes natures, on ne peut pas le nier, mais aujourd'hui, la principale menace, qui est celle qu'on a subie, par les attentats terroristes en France sur notre territoire, celle que subissent les personnes qui sont menacées sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie par des gens qui ont une vision complètement radicale et décalée de notre réalité, de notre société. Ça, c'est une menace politique qui est portée par l'islamisme, par le totalitarisme islamiste. Et il faut travailler dessus sur la politique étrangère, il faut travailler sur nos frontières, il faut travailler à l'intérieur sur la façon dont on met fin à la diffusion des discours qui propagent cette idéologie à travers la question des imams qui portent des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République, sur la question des GAFA aussi, pour pouvoir faire en sorte que les messages soient signalés et qu'on puisse être en mesure de les arrêter, éviter que cette propagation se fasse sans fin et aille toucher encore plus de gens. Surtout dans cette période où, après le Covid, on a eu beaucoup de gens qui sont reclus et qui sont repliés sur eux-mêmes et qui sont extrêmement vulnérables à tous ces messages-là. Vraiment,